Alors, je récupère mon tour de parole. Oui, absolument. Il y a énormément de choses à dire. Je n'ai pas tout noté, donc j'ai oublié certaines choses par rapport à vos arguments, vos contre-arguments par rapport à mes observations premières. Euh, Par exemple, tu dis que tu essayes de rester dans l'esprit de la Constitution en proposant une réécriture de l'article 10 qui remplace et rajoute, alors qui remplace la fin trouble, je vais y arriver, trouble de l'ordre public, ça dégage pour être remplacé par menace concrète, physique, etc. Sauf que la calomnie, ce n'est pas une menace physique. Pourtant, c'est un trouble à l'ordre public. Si tout le monde dit que je suis, j'en sais rien moi, ceci ou cela, alors que ce n'est pas le cas, c'est pas de la menace physique, c'est de la calomnie, et c'est ma liberté de pouvoir être défendu et de pouvoir limiter l'expression de ceux qui affirmeraient ce genre de calomnie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas simplement la menace physique, il y a aussi la calomnie, il y a aussi d'autres choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et donc quand Luc disait que dans le travail qu'ils ont fait, ils ont essayé de tout mettre, de tout lister, interdiction de l'appel au meurtre, etc., etc., je pense que c'est un choix, on peut faire le choix de tout lister dans la Constitution. De mon point de vue, la Constitution doit être un endroit où on marque des principes, et des principes ne sont pas contradictoires avec la limitation de ces principes, et de quelle façon on limite ces principes. Ici, c'est par la loi, et la limite, c'est le trouble à l'ordre public, ou c'est quoi l'article 11 ? L'abus de liberté. Donc je comprends bien que dans ton esprit, c'est contradictoire et ça invalide le principe. Dans mon esprit, ce n'est pas forcément le cas, mais encore une fois, ça dépend de qui écrit la loi. De mon point de vue, pour aller dans le sens de Christian, de Luc, soit effectivement on liste tout, et à chaque fois qu'on tombe sur un nouvel abus, ou un nouveau trouble à l'ordre public, eh bien il faut le rajouter dans la liste de bon, il ne faut pas tuer, mais aussi il ne faut pas calomnier, mais aussi il ne faut pas faire ceci, mais aussi il ne faut pas faire cela. On peut tout à chaque fois faire remonter dans la Constitution. Ou alors, la Constitution pose le principe, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais attention, il y a quand même des abus, il ne faut pas en abuser en calomnie, parce que ma liberté d'expression, j'ai le droit de te calomnier si je veux. Ben non, tu peux pas, quoi. Ce genre de choses. Donc à mon avis, voilà, une deuxième solution, c'est de lister dans la loi ce qui relève de l'abus ou du trouble à l'ordre public. Ceci. Deuxièmement, pensée, opinion, ce n'est pas la même chose. C'est très proche, et c'est des fois utilisé de façon en remplacement l'un de l'autre. J'aurais pas trouvé mon mot. Mais à mon avis, une pensée et une opinion, c'est différent. Une opinion, c'est effectivement si on veut, une pensée politique. Mais une pensée seule, ce n'est pas seulement une pensée politique. Ça peut être une pensée philosophique, ça peut relever de la science, c'est une hypothèse. Ah, je pense que, j'en ai pas encore la preuve, j'en ai peut-être l'intuition, mais je travaille là-dessus, ou je le rends public pour que d'autres s'emparent de cette idée et la décortiquent, voire l'invalident, etc. La pensée, c'est beaucoup plus large que la seule opinion. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que dans l'article 11, on parle de la liberté de communication des pensées et des opinions. Okay, on a le droit de penser ce qu'on veut, ça relève de la fantaisie, ça relève de la philosophie, de ceci, de cela, et l'opinion, ça relève, oui, de l'idéologie ou de la politique plus précisément, etc. Donc ce sont deux choses différentes. Sur l'exemple du décodex, le décodex n'est pas une instance officielle. Donc ils peuvent dire, ah ben nous c'est le monde, etc., machin truc. Oui, le monde appartient à l'État, si on veut, enfin, de façon indirecte. Il n'empêche que ce n'est pas quelque chose d'officiel. Alors ceux qui veulent bien le croire en lisant le décodex parce que c'est le monde, ah ben oui, ce qu'il dit c'est vrai, mais si... enfin, je veux dire, ça peut pas être... comment on appelle ça, opposé dans un tribunal, d'accord? C'est pas parce que le décodex a dit que le juge va dire, ah ben si le décodex a dit ça, alors que c'est vrai. Non, on va chercher à vérifier si le décodex dit vrai ou pas. Ce n'est pas une instance officielle, et d'ailleurs le décodex s'est trompé et l'a reconnu à demi-mot, etc. Un certain nombre de fois.
Si c'était effectivement une instance officielle qui devrait dire ceci est la vérité, ceci n'est pas la vérité, là c'est autre chose. Et là, on peut questionner la chose. Alors, Luc disait aussi que, en fait, il y a une difficulté à définir ou à circonscrire la liberté. Okay, ici, en l'occurrence, la liberté d'expression, et donc ils ont eu beaucoup de mal, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, ils ont dû réfléchir beaucoup. Mais c'est pour ça que dans la Constitution, il y a des principes, et ensuite, comme la Constitution ne peut pas être un catalogue infini de limites ou je sais pas quoi, eh bien c'est par la loi. Pour moi, la difficulté, c'est toujours la même. Qui écrit la loi? Dans quel but? Ensuite, sur la question de... oui, d'ailleurs, information est aussi inégale à pensée et à opinion. Une information, c'est... par exemple, Trump a dit ceci. Bon, oui, c'est factuel. Trump a vraiment dit ceci. Je prends une caricature que tout le monde identifie. Je ne dis pas que Trump ne dit que des conneries, mais là, je fais exprès de prendre une caricature, ok? Donc, oui, c'est une information. Trump a bien dit ceci, mais l'information, c'est qu'il a dit ceci, et ceci est un mensonge. Tu vois, c'est une information. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, information, pensée, opinion, ce sont des choses différentes. Et vérité, c'est encore, à mon avis, un autre domaine, et à mon avis, il ne faut pas les mélanger entre la pensée, parce qu'on a le droit de penser même des choses qui ne sont pas factuelles, qui ne sont même pas réalistes, on a le droit de le faire, et on a le droit d'exprimer ses pensées, mais la liberté, c'est carrément autre chose, et il peut y avoir, comme justement les exemples que donnait Luc, par exemple de Darwin, au moment où il propose sa théorie de l'évolution, il est en minorité. Aujourd'hui, le consensus scientifique est de dire, bah oui, c'est certainement une vérité. Mais oui, mais il y a un début à l'histoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dire, moi, l'hypothèse scientifique que je propose, c'est ça là, il est en minorité. Et donc, si c'est pas un consensus, s'il n'est pas dans le consensus scientifique, ça veut dire qu'il ne dit pas vrai. Non, le consensus scientifique se trompe aussi et peut évoluer. Donc c'est pas un consensus scientifique dans le cadre de la science, mais aussi dans le cadre de l'histoire, parce qu'on sait que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Donc si demain, il y a d'autres moyens de connaître l'histoire et que ça invalide l'histoire officielle, on ne peut pas dire, mais l'histoire officielle c'est ça, on s'en fout des nouvelles preuves qui viennent l'invalider. Non, à mon avis, il ne peut pas y avoir... Toutes les opinions peuvent être pensées dans le cadre de la limite de la loi. Qui définit la loi? C'est nous. C'est nous tous qui devons dire qu'est-ce qu'un abus de liberté et qu'est-ce qu'un trouble à l'ordre public. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ah oui, et le dernier truc que je voulais dire peut-être, c'est que tu dis qu'il y a redondance avec l'article... Enfin, c'est moi qui fais le rapprochement article 4, article 10, et tu rappelles que l'une des critiques qu'on faisait à l'article 4, c'est qu'est-ce que c'est que la nuisance? La même chose, ma réponse c'est à nous tous collectivement de définir ce que c'est que la nuisance. Et le dernier point, c'est que tu dis, pourquoi est-ce qu'il y a un article 10, un article 11, alors qu'ils sont sensiblement pareils? Tu as raison. Peut-être qu'on peut inclure dans l'article 10, en rappel de l'article 4, blablabla, alinéa 2 de l'article 10, ce qui figure dans l'article 11. La réécriture, le regroupement de ces articles ne me pose pas de problème, et effectivement, comme c'est très très proche, il n'y a pas nécessité d'avoir un article 10 et 11. Merci de ton écoute. Et merci de tes commentaires, de tes remarques et de tes suggestions. Bon, alors, on n'épuisera pas le sujet, et c'est un sujet à la fois vaste et fondamental. Donc, je vais simplement lister un certain nombre de points. L'article 10, il parle de l'ordre public, et l'article 11 parle de façon plus générale de la liberté d'expression. L'article 10 s'attache, il a été détaché spécialement mis en exergue, sans doute parce que l'ordre public, c'est un des soucis de tous les gouvernants, et qu'on a voulu écrire quelque chose qui traite de la liberté par rapport à l'ordre public. Ensuite, l'article 11, lui, parle de l'opinion en général. Donc, l'article 10, ils disent la manifestation d'une opinion qui entraîne un trouble à l'ordre public. Voilà, ils s'attachent à ça particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est? Juste un petit truc.
Tout à l'heure, Luc disait que la manifestation, c'est au sens de manifester. À mon avis, manifestation, c'est le terme général. Un livre est une Oui, oui, oui. manifestation, une publication, une vidéo est une manifestation. Pardon, vas-y. Oui, oui. Alors, c'est très exactement. Là, de ce point de vue-là, je pense que c'est clair. Euh, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est-à-dire que la manifestation d'une opinion, ce n'est pas forcément défiler avec des pancartes, c'est la conséquence d'une opinion, donc c'est très très large. Hein. Si le fait d'exprimer une opinion a pour conséquence de créer un trouble à l'ordre public, voilà. Bon, donc ce sera interdit. Alors, ça pose deux questions. C'est qu'est-ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public, hein? Et puis comment, ça n'a pas été encore abordé, mais je suis content de poser les questions, parce qu'on n'a largement pas le temps. Hein. Bon. La deuxième question, c'est comment établir un lien certain entre la manifestation d'une opinion, c'est-à-dire je dis ceci, voilà, je dis Macron, nanana, et là, ça va créer un trouble à l'ordre public. Alors comment faire le lien, comment, disons, affecter la causalité de la manifestation d'une opinion, c'est-à-dire en fait d'un discours, par exemple, ou d'une vidéo, ou d'un texte, et puis un événement qui aurait créé un trouble à l'ordre public. Bon. Alors, concernant, donc, il y a deux questions. La question, qu'est-ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public? Bon, ben, un trouble à l'ordre public, c'est pas défini. Puisqu'on dit bien un trouble à l'ordre public défini par la loi. Ça veut dire que la loi, en dessous, elle va dire dès qu'il y a deux personnes qui discutent sur un trottoir, ça crée un trouble à l'ordre public. Bing. Donc, du coup, l'article 10 s'applique. Et puis, un siècle après, on dira non, il faut qu'il y ait 10 000 personnes. Voilà. Bon. Donc, ça n'est pas un principe, puisque le pilier fondamental de la proposition claire, hein, le pilier fondamental de la proposition n'est pas explicité. On parle d'ordre public, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. On retrouve cette incertitude, cette imprécision, on l'a vu, hein, de façon récurrente. Alors. Attends. Est-ce qu'on peut faire ping-pong? Oui. Comment? J'entends ce que tu dis, mais par exemple, dans ta proposition, tu disais que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur... tu peux me répéter ta proposition? Et pourvu que la manifestation ne crée pas... menace concrète, c'est ça? Menace concrète sur les biens et les personnes. Alors, justement, j'y venais. Hein. Ah. C'est une définition de l'ordre public. On définit l'ordre public en disant l'ordre public, tant qu'il n'y a pas atteinte à l'intégrité des biens et des personnes, alors, bon, il se trouve que cette rédaction, c'est celle de notre constitution à nous, hein, de démocratie directe et résilience. Qu'est-ce que tu entends par intégrité? Intégrité physique ou autre? Intégrité physique, c'est bon, voilà, tu vois, j'ai mes deux bras et mes deux jambes, on me coupe une jambe, bon, ça a une atteinte à mon intégrité physique. Oui, mais est-ce que tu parles seulement de l'intégrité physique? Par exemple, la calomnie n'est pas une atteinte à l'intégrité physique. Intégrité physique et intégrité physique et matérielle. C'est-à-dire intégrité physique et matérielle, c'est une atteinte à la personne et à tes biens. Bon. Tant qu'il n'y a pas atteinte. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est une vraie définition, sur laquelle on est d'accord ou pas d'accord? Bon, mais en tout cas, c'est clair, c'est que c'est objectivement mesurable. On peut objectivement mesurer qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique parce qu'on me coupe un bras ou qu'on me tranche la gorge. Bon, voilà. Et puis, on peut clairement prouver qu'il y a une atteinte à l'intégrité de mes biens matériels parce qu'on a cassé ma vitrine ou qu'on a spolié donc mes biens. Voilà. Ce sont des deux éléments qui sont objectivement mesurables. Bon. Les autres éléments on les connaît bien, on a suffisamment discuté là-dessus, ne sont pas mesurables. La calomnie n'est pas mesurable?
sont pas. Non, c'est-à-dire que la nuisance de la calomnie n'est pas objectivement mesurable. Bon. La nuisance de couper un bras, elle est mesurable parce qu'on constate, avec les moyens de la science à disposition, hein, on constate de visu qu'il manque un bras. Donc c'est mesurable. Objection. Oui. Objection, votre honneur. Tout à l'heure, tu parlais d'Étienne Chouard et tu rappelais ce qui s'est passé sur la chaîne Le Média. À demi-mot, on l'a accusé de révisionnisme parce qu'il a dit « je ne sais pas ». Et ceci, c'est de la calomnie. Tu vois, c'est de la calomnie détournée, même pas intentionnelle, ou peut-être intentionnelle, on s'en fout. Mais, et du coup, la conséquence, bon, ça existait au préalable, mais ça a remis un coup, donc ça a calomnié la personne d'Étienne Chouard, qui est maintenant ostracisé encore plus que ce qu'il était avant, même dans les médias dits indépendants. Ça se mesure. Non, ça ne se mesure pas. Et ça se mesure avec des outils subjectifs. Mais ça n'est pas objectivement mesurable. Bon. Alors, dans ton esprit, il n'y a que ce qui est objectivement mesurable qui compte. Non, dans mon esprit, il y a ce qui est objectivement mesurable et il y a ce qui n'est pas objectivement mesurable. Voilà. Bon. Et nous proposons de définir la nuisance comme étant tout ce qui est objectivement mesurable. Et alors, bon, là, encore une fois, je te dis, c'est pour ça que je voulais simplement poser les questions, parce que si on se met à débattre, on va aller très loin. Effectivement, et là, on déborde. Pour nous, on a fait une définition de la nuisance. Et la nuisance, c'est ce qui est objectivement mesurable. Et la calomnie, ce n'est pas une nuisance. L'insulte n'est pas une nuisance. L'injure n'est pas une nuisance. Le harcèlement n'est pas une nuisance. Parce que, alors, bon, là, on déborde, on va très loin. Pourquoi? Parce qu'on a mis un principe. Une nuisance, c'est quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive vers toi et qui te coupe un bras, tu ne peux pas te soustraire. Quelqu'un qui arrive et qui te casse la vitrine, tu ne peux pas t'y soustraire. Et quelqu'un qui te dit Guillaume Tanneux, tu es un nul, bon, tu peux t'y soustraire simplement en ne fréquentant pas cette personne. Oui, mais quelqu'un qui te dit, voilà, je t'invite à venir sur ma chaîne, et puis après, il te dit, bah, je t'invite plus. Bon, bah, tu peux t'y soustraire en te disant, voilà. Bon, alors, après, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai qu'on peut se soustraire. On peut se soustraire, alors même au harcèlement, on peut se soustraire en ne fréquentant pas le harceleur. Alors écoute. On se soustrait. Dès qu'il y a début de commencement de violence physique, bon, là, on a quelque chose d'objectivement mesurable. Oui, mais... Non, mais là, on ne va pas discuter sur le fond, on peut faire une réunion pour en discuter. Hein, voilà. Non, ce que je veux dire, parce que je voudrais terminer, mais tu sais que je suis un homme de dialogue, et si tu veux débattre de ça, c'est quand tu veux, où tu veux, le temps que tu veux, je pourrais te dire mieux. Bon, voilà. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que l'ordre public, il faut qu'on définisse clairement ce que c'est que l'ordre public. Et dans la Constitution. Voilà, alors, bon, là, moi, j'ai proposé une définition, bon, qu'on va accepter ou pas, mais c'est une définition qui est claire. Parce que dire je définis, mais je ne définis pas clairement, c'est se foutre de la gueule du monde. Bon, donc, on le définit clairement, on est d'accord ou pas avec la définition, mais on le définit clairement. Et, je continue. Le système de faire une énumération, c'est un système que nous ne reconnaissons pas. Nous avons toujours dit, depuis le début, qu'on ne définit pas un terme avec une énumération. C'est ce que fait le Larousse, justement. Et on a fait, j'ai fait un glossaire exhaustif d'une vingtaine de mots fondamentaux, et notamment, je pointe chaque fois que le Larousse, qui face à un terme polysémique, s'en sort avec une énumération. Et à plus forte raison dans une constitution, dans les principes d'une constitution, on ne peut pas énumérer les cas de figure. Il faut énoncer un principe. Et ça, c'est un vrai métier de fabriquer des principes. Vous dire, je ne peux pas énoncer de principe. Voilà. Oui, mais bon. Là, tu vois, je suis désolé, mais tu dis que le principe doit être
Je suis où? Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu qu'elles ne... C'était quoi? Ah, j'arrive pas à faire le lien avec menaces concrètes. Pas de trouble à l'ordre public. Hein, non, pas à l'ordre public, à la menace concrète et physique. Oui, alors, disons que je traduis l'ordre public, pourvu qu'elle ne profère pas des menaces physiques sur les biens et les personnes. D'accord. Bon, c'est-à-dire qu'une opinion qui va proférer, parce que, disons, dans la nuisance objectivement mesurable, hein, bon, on peut inclure la menace. Bon, là aussi, il y a un débat. Alors, il y a un débat sur si la menace peut être considérée comme un début déjà d'entreprise. Mais tu me donnes une clé. Parce que c'est toi qui proposes cette définition avec un principe et une limite, que de ton point de vue, la limite, c'est l'intégrité physique des biens et l'intégrité physique et des biens. Mais donc ou la menace d'y attenter. D'accord, ou la menace d'y attenter. Mais il y a bien un principe et sa limite. Là, ça, c'est toi qui la propose, d'accord? Oui. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que s'il y a une majorité de gens qui disent, effectivement, la proposition de Christian, elle est intellectuellement valide et suffisamment complète, etc., on la reprend, je suis d'accord. Mais s'il y en a qui vont dire, ah, mais et la calomnie, ok, c'est pas physique, c'est pas mesurable, etc., ce n'est pas objectivable, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, voilà. Là, c'est voilà. Là, c'est une autre opinion. Là, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qui est-ce qui a autorité, qui est-ce qui a la vertu, qui est-ce qui a la possibilité de dire, voilà, ça doit être ça et ça peut être que ça. Oui, alors bon, là, il faut qu'on tranche, l'abcès, parce que tu reviens en permanence sur cette chose-là, donc c'est très intéressant. Bon, soit il y a une constitution, soit il n'y en a pas. On peut très bien concevoir la gestion d'un pays sans constitution, avec simplement une instance légiférante qui légifère. Ah non, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que toi et moi, on a deux visions. On a deux visions du principe. Enfin, c'est pas ce que je dis en fait. Je dis que ce que toi tu affirmes un principe, c'est ce que tu dis. Par exemple, liberté d'expression totale, mais sans menace et sans action qui intente à l'intégrité physique et des biens. Mais ça, c'est ta proposition. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que la tienne... Pourquoi est-ce que c'est la seule valide? Moi, ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir un principe, mais la limitation, on est tous fondés à dire la limitation, elle est ici ou là. Et comme on est tous fondés, il faut qu'il y ait une discussion collective pour dire, bon, ben, finalement, on l'arrête ici pour l'instant T. C'est ce que je veux dire. Et ça ne peut pas figurer dans la Constitution. Enfin, ça pourrait, mais alors, il faut que ça soit, encore une fois, collectif, quoi. Oui, en fait, je pense qu'on dit la même chose. Hein. Il faut absolument qu'on lève cette difficulté de compréhension. Si on écrit une constitution, et notamment si on écrit un préambule avec des principes, ce sont des principes que la loi ensuite devra respecter. Oui. Ces principes, ils pourront être modifiés par une autre instance supérieure à la loi, qui va être une instance qui va être capable de modifier les constitutions. Parce que il y a la Constitution d'une part et la loi d'autre part. Bon, et il y a des procédures pour modifier la Constitution, il y a des procédures pour modifier la loi, qui ne sont pas les mêmes procédures. Oui. Les procédures pour modifier la Constitution sont des procédures plus difficile, il faut plus de monde, il faut un consensus beaucoup plus large pour pouvoir modifier la Constitution. Mais donc, tout est toujours modifiable. Bon, mais soit on prend le parti d'écrire les règles d'une organisation sociétale avec une constitution des principes en haut et ensuite dessous
une institution législative qui devra obligatoirement, lorsqu'elle pond une loi, ne pas contredire un principe, bon, soit on dit non, on ne met pas de principe de la Constitution, et même on peut ne pas mettre de Constitution du tout, je répète, et avoir une gestion uniquement par une assemblée qui ne se donne pas de limite à la loi et qui va pouvoir à tout moment légiférer de la façon qu'elle veut. Bon, voilà. Alors, donc il faut déjà se mettre d'accord. Si on prend le parti pris d'avoir une Constitution avec des principes, il veut bien qu'elle serve à quelque chose, la Constitution. Si elle ne sert à rien, bon, c'est pas la peine d'avoir une... Si une Constitution qui dit en permanence, bon, ben ça c'est la loi qui va s'en occuper, c'est pas la peine d'avoir une Constitution. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Je crois que j'ai la solution. Alors, si on écrit... Non, mais c'est pas une question de solution. C'est une question d'option. Bon, si on a une option d'organisation sociétale qui est basée avec des principes constitutionnels très difficiles à modifier, mais qu'on peut modifier. Et dessous, une institution législative qui va produire des lois qui sont bornées, qui sont limitées par les principes constitutionnels. Voilà. Bon. Soit on a une option d'une société où il n'y a pas de constitution, ou bien une constitution comme celle qu'on a actuellement, c'est une constitution en fait qui ne dit rien. Une constitution, et on s'aperçoit, plus on décortique ces constitutions, qu'il n'y a rien. Et bon, c'est presque je taperai du poing sur la table, il n'y a rien dans la constitution actuelle, que ce soit dans la DDHC, dans le préambule à la constitution de 46, que ce soit dans la charte de l'environnement ou dans la constitution proprement dite du 7 octobre 1958, il n'y a rien qui limite la loi vraiment. Il n'y a rien qui empêche une loi, n'importe laquelle, de dire voilà, ça c'est interdit ou ça vous êtes obligé de le faire. Et donc voilà, soit on a une constitution qui ne borne pas la loi ou qui fait semblant de la borner, comme c'est le cas actuellement, et qui en fait ne la borne pas, et c'est la loi en fait qui fait la loi. Voilà. Soit on a une vraie constitution avec des vrais principes, et à ce moment-là, il faut que ce soit des principes que la loi ne peut pas transiger. Mais, et pour répondre à ton objection, s'il y a des principes, ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas être modifiés, eux aussi, par le peuple souverain qui un jour se lève en disant bah, attends, il y a le principe numéro 4, ça va plus du tout, il faut qu'on change. Alors, deux choses à dire. Premièrement, qui est légitime à dire, et tu vois, un principe c'est ça et pas autre chose, et tel principe c'est ça, et la limite de ce principe c'est ça, si on met une autre limite, ça invalide le principe. D'accord ? Première chose. Deuxièmement, ma solution c'est de dire dans la Constitution, moi je suis constitutionnel, je suis pour une constitution, d'accord ? Notamment je suis pour les droits naturels, toi et moi on a une opinion différente, mais je suis pour des principes fondateurs, supérieurs, etc. Mais encore une fois, et peut-être que parmi, en réalité, ces principes fondateurs, il y a le principe de liberté. On a débordé, mais comme on est dans la liberté d'expression, ça fait partie. Ma solution, c'est de dire, peut-être même dans le premier article, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit le premier article, que ceux qui sont fondés à écrire la loi incluent la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution, c'est le peuple. À partir du moment où tu mets ce principe supérieur, c'est le peuple, et même on pourrait dire uniquement le peuple, qui peut écrire ou valider au minimum ce qu'il y a dans la Constitution, voire même ce qu'il y a aussi dans la loi législative. À partir du moment où tu poses ce principe, donc si dans la Constitution, il y a l'article 10 qui a été validé par le peuple qui dit la limite c'est le trouble public qui sera défini par la loi. Oui, ben alors pas de souci, parce qu'on sait très bien que la loi, de toute façon, ne sera validée, n'est légitime et n'est légale que si le peuple en a décidé ainsi. La solution, elle est là, quoi. Pour moi, je reviens toujours à cet article, s'il est validé par une majorité et qui parle de trouble public et que c'est par la loi qu'on va valider par référendum l'ordre public, c'est ça.
même si dans la Constitution, il n'y a pas marqué l'ordre public, c'est ça, mais que c'est inscrit dans la loi validée par référendum, alors cet article 10 ne me pose pas de problème. Là, en l'occurrence, l'article 10 de l'anticonstitution, comme dirait Étienne Chouard, et tu fais la même critique, tu dis qu'il n'y a rien à... C'est du n'importe quoi cette constitution. Effectivement, puisque c'est un outil, si tu veux, mis dans de mauvaises mains, il donne de mauvais résultats. Le même outil mis dans de bonnes mains, il donnera des résultats différents. Donc à mon avis, la solution, c'est de dire dès le début qui est légitime à écrire la loi, à la modifier, à la rectifier, à la compléter, à la soustraire, etc., etc. Bon, là, on a terminé. Bon, je dirais juste un mot. Ça, c'est écrit, ce que tu dis là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on révise la Constitution? C'est l'article 89. Voilà. Donc, il y a des procédures pour réviser la Constitution. Et comment est-ce qu'on modifie la loi? Il y a des procédures aussi. Alors, bon, voilà. Ces procédures existent. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec. Voilà. Alors, tu dis écrire en début de Constitution la façon dont on révise la Constitution, oui, on peut écrire, au lieu que ce soit le dernier article, l'article 89, tu peux mettre l'article 1, tout dépend ce que tu vas mettre dans l'article 1. C'est bien joli de dire, parce que ça veut dire, c'est le peuple qui peut modifier la Constitution. Il faut parler de la procédure. Quand tu as dit seul le peuple peut modifier la Constitution, tu n'en as pas dit assez. Il faut préciser la procédure. Bon, là, je dois arrêter. Je pense que les échanges étaient très bien nourris. Enfin, ça ouvre en tout cas plein de fenêtres, tu vois, sur les sujets. Il était évident que les sujets de la liberté d'expression, ça ouvre surtout. Bon, Guillaume, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Et puis, à très bientôt. Bonne continuation. Merci, Christian, toi aussi.